Voilà. Merci. Bon, mais écoutez, on va aborder ce thème qui, ne va pas vous apprendre énormément. Il est évident qu'on a discuté du thème de la gauche, de sa politique dans les élections, de ses propositions, et aujourd'hui, évidemment, des supplications qu'elle fait à Emmanuel Macron. On a eu le temps d'en discuter ces derniers mois. C'est peut-être l'occasion pour nous quand même d'y revenir un peu entre nous. De fait, les élections nous avaient pris énormément de temps, et c'est vrai que beaucoup de camarades, juste avant les vacances, étaient quand même bien à genoux. Le fait est que là, nous allons peut-être pouvoir en discuter et quand même essayer de voir dans quelle configuration nous sommes par rapport à cette gauche qu'on connaît bien, hein, parce qu'évidemment, beaucoup de gens nous l'ont évidemment présenté comme une solution et comme le meilleur moyen de vaincre l'extrême droite, quitte, lors des législatives, à rallier ce Front populaire que Macron avait totalement concocté pour elle, et puis peut-être pour tous les autres. Alors c'est vrai qu'on va peut-être partir un peu chronologiquement des événements, non pas depuis les européennes, mais au moins depuis la dissolution de l'Assemblée, c'est-à-dire depuis les législatives, où il aura fallu pas moins de 4 jours pour cette gauche qui était si désunie, de parvenir à un accord sous les acclamations d'une jeunesse, parfois petite bourgeoise, parisienne, criant « ne nous trahissez pas, ne nous trahissez pas ». Les partis de gauche s'étaient pourtant lancés donc dans la course aux européennes en ordre dispersé, avec tous en tête de disputer aux autres le leadership pour l'élection présidentielle de 2027. La dissolution de l'Assemblée a interrompu prématurément la compétition et obligé les différents protagonistes à accoucher d'une nouvelle mouture d'union de la gauche, encore une, me direz-vous, toute électorale bien sûr, et baptisée prophétiquement à l'époque Front populaire, avant de s'appeler Nouveau Front populaire, pour en rappeler, peut-être en régénérer les illusions et peut-être surtout les futures trahisons qui sans doute ne trahiront comme les promesses que ceux qui y ont cru, mais c'est vrai, tous nos pronostics à court terme pendant cette deuxième séquence électorale se sont vérifiés, malheureusement pour la plupart du temps en pire. En effet, l'Union a reçu le soutien très vite d'un ancien président de la République nommé François Hollande, celui, rappelez-vous évidemment, qui avait appelé sur demande des patrons du CAC 40 via Rebsamen Macron au ministère de l'économie. Inutile évidemment entre nous de rappeler combien les précédentes unions électorales de gauche ont au pouvoir contribué à dégoûter les travailleurs, dégoût qu'on retrouve dans les scores électoraux des européennes sous la forme évidemment du vote RN. C'est ce que nous disent malheureusement les gens quand ils nous disent voilà, le RN on n'a pas essayé. Bon, objection qui nous a souvent énervés, ça veut dire aussi une chose, c'est que tout le reste on en a à souper, et notamment de la gauche. Bon, alors le nouveau Front populaire, comme on le sait, n'avait pas les moyens seuls de contrer les scores possibles du RN aux législatives. Il n'a donc pas eu d'autre choix, comme l'avait bien prévu Macron, que de rallier le centre macroniste, quelles que soient ses composantes d'ailleurs, Macron, qui avec sa dissolution, appelait pourtant très clairement Bardella à exercer le pouvoir pendant 7 ans, ce qu'il a avoué quelque temps plus tard, en espérant, en bon technocrate, que le RN s'y discréditerait. Le Front républicain au deuxième tour donc est né, d'un certain point de vue, grâce au ralliement du nouveau Front populaire. Et Macron ne cesse plus depuis que de l'invoquer, y compris pour refuser de renvoyer l'ascenseur au NFP et refuser qu'il constitue un gouvernement. Mais ce Front républicain a entraîné évidemment la cascade de ce désistement qui, après un léger enthousiasme, parfois très franc, d'un certain nombre de nos collègues, dans certains milieux en tout cas, mais qui a évidemment fait froid dans le dos à beaucoup d'entre eux, avec cette cascade de désistement, au plus grand profit de Renaissance, qui était, rappelez-vous, au moment des européennes, le parti qui était sorti le moins favorisé, la formation la plus en difficulté électoralement, comme disaient les journalistes. La gauche et LFI en particulier s'est donc intégralement désisté au deuxième tour pour des gens comme Éric Woerth, comme Xavier Bertrand, comme l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, et finalement, ce qui a quand même jeté un petit froid dans le milieu enthousiaste de la gauche, pour Gérald Darmanin.
générant donc l'effroi dans le rang de certains de nos collègues, de gauche ou pas, mobilisés lors de l'élection. C'est vrai que ça ne donnait pas beaucoup d'arguments à ceux qui avaient voté RN pour ne pas reproduire les anciens gouvernements d'avant, et ça ne donnait pas beaucoup pour les encourager à imiter nos collègues de gauche, quoi. La cascade a entraîné évidemment jusqu'à nos camarades du NPA anticapitalistes qui ont donc collé à LFI, derrière le PC, qui colle à ELV, qui a collé au PS, qui, dans le cadre du NFP, s'est donc intégralement désisté en faveur de la droite, de Macron et enfin de Darmanin. La formule de ces désistements qui collent, eh bien, elle n'est pas de nous, bien entendu, comme vous le savez, est définie précisément, comme Trotsky l'a un peu formulé, la fonction d'un front populaire, verrouiller un cadre institutionnel, assurer le ralliement de tous les partis, finalement, aux institutions des exploiteurs. Si même il était possible pour un gouvernement NFP aujourd'hui de voir le jour, ce que Macron, comme on va le voir, n'est pas tout à fait décidé à concéder, ce serait évidemment celui d'un parti socialiste recomposé, de LFI finalement à la formation d'Olivier Faure, et qui entraînerait derrière elle toutes les formations ELLV et les autres. Et ce serait évidemment pour s'aligner, comme ce genre de formation l'a toujours fait, sur la politique la plus réaliste, c'est-à-dire la plus finançable, celle évidemment que le patronat serait tout à fait capable de dicter, même à un gouvernement de gauche, comme là encore, le patronat l'a toujours fait. Alors, évidemment, il ne s'agit pas forcément autour de nous de convaincre les gens de ce pronostic, qu'un gouvernement de gauche et que la gauche va nous trahir dans un futur plus ou moins proche. Mais c'est vrai que lors des discussions que nous avons, et c'est ce que nous avons fait ces derniers mois, je pense, nous avons tenté de montrer à chaque étape précise de cette finalement crise parlementaire quelle est la politique de la gauche. Et ils ont, ceux qui avaient justement promis une alternative à Macron, avec un NFP qui a remis en selle le PS, ils ont fait barrage au RN en sauvant Macron de la noyade électorale. Alors, c'est vrai que dans ce cadre-là, beaucoup peuvent, on l'a discuté effectivement dans nos rangs, comment avons-nous pu et dans quels termes appeler à voter pour les candidats de ce NFP. Et j'insiste, nous n'avons pas appelé dans nos formulations à voter NFP. Alors d'abord, c'est vrai qu'il faut quand même se le dire, nous n'avions pas quand même le vote et les résultats du vote avant le deuxième tour. Et si vous vous rappelez l'ambiance, évidemment, le Front National le RN, était arrivé bien en tête. Bien sûr qu'autour de nous, un milieu de gauche sympathique qui voulait à juste titre quand même que le RN ne passe pas, nous a évidemment un peu houspillé. C'est vrai que nous avions quand même réussi à former quelques listes et au moins à appeler à voter pour l'extrême gauche, une extrême gauche qui n'a donc pas disparu lors de ces élections, ce qui était quand même notre objectif. Bien sûr qu'au deuxième tour, la question d'un vote pour les candidats du NFP pouvait se poser. Alors, c'est vrai que notre formulation, à mon avis, et c'est notre avis, on pourra le discuter, est évidemment la bonne. De fait, nous n'avons pas appelé à voter NFP, mais seulement aux candidats d'une certaine gauche, celle précisément qu'on pouvait retrouver dans les luttes, aussi bien de LFI que du PCF, parfois pour des raisons sociales, parfois parce que c'était aussi une gauche liée à un milieu ouvrier qui, à juste titre, est un milieu parfois combatif et qui nous interpelle. C'est vrai que nous avons donc des... Mais soyons très clairs, bien sûr que nous avons eu raison d'appeler à voter pour les candidats de la gauche contre le RN, et cela au deuxième tour. L'extrême gauche l'a souvent fait, lutte ouvrière a trouvé ses formulations à elle, mais de fait n'a pas appelé à autre chose. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, la gauche ralliée au front républicain, c'est vrai, est ressortie d'une certaine manière avec une petite dynamique électorale. Je ne sais pas dans quelle... il y a eu quand même deux positions. Beaucoup nous ont aussi reproché, c'est vrai, d'avoir appelé à voter pour cette gauche, mais j'insiste, c'était la seule manière, y compris de nous adresser à ceux des collègues dans certaines entreprises. Je pense par exemple à des entreprises dans le Nord, des entreprises dans l'Est, à Strasbourg ou à Mulhouse, qui nous interpellaient pour ne pas voter à gauche, pour ne pas reproduire ça. Comment vouliez-vous qu'on s'adresse à un électorat RN sans appeler à voter pour le NFP, c'est-à-dire sans dire à ce milieu qui votait RN combien il avait tort de penser combattre Macron en votant pour l'extrême droite, pour ses idées, c'est-à-dire pour une partie de la politique que Macron avait déjà menée au gouvernement. Alors, aujourd'hui, le NFP revendique un Premier ministre. Le choix de Lucie Castet est un compromis après d'âpres négociations. Plus besoin de la présenter, on l'a fait au meeting avant-hier soir, Gaël l'avait dit. C'est un parcours classique d'une militante du Parti Socialiste et d'une enfant de la bourgeoisie, Louis Legrand, l'ENA, employée à la Direction Générale du Trésor, conseillère économique au cabinet d'Anne Hidalgo. Finalement, elle peut, elle aussi,
aussi prétendre à incarner à la tête d'un parti, enfin d'une formation comme le NFP, et d'essayer de garantir les intérêts des capitalistes à la tête d'un gouvernement. Alors, rappelons-le quand même, hein, ce NFP a accepté les deux conditions de ce gouvernement, hein, qu'ils ont répété et martelé jeudi dernier. Si vous les entendiez tous à la sortie de leur entrevue avec Macron, ils étaient tous d'accord sur ces deux conditions. Nous acceptons évidemment la cohabitation avec Macron après avoir promis de le combattre, et nous recherchons évidemment des alliés parlementaires auprès de tous les autres partis si nous voulons faire passer des lois. Seule perspective pour les travailleurs, car, répète-t-il, y compris dans des luttes comme MA France, rien n'est possible si une loi ne passe pas à l'Assemblée. Ce à quoi, évidemment, nous serions toujours tentés de leur demander comment l'imposer, cette loi. Et bien, eux ont la réponse. Il s'agit de s'adresser non pas aux travailleurs et à leur lutte, mais évidemment aux députés de Renaissance, aux députés des Républicains, voire du RN, qui sait, puisque précisément, dans le programme de NFP, on peut penser qu'une seule revendication serait peut-être majoritaire à l'Assemblée au vu des formations, ce serait évidemment la revendication sur les retraites. Le retour d'ascenseur de Macron, comme vous le voyez, ne vient pas, puisque Macron, et presque d'ailleurs tous les partis, sauf Bayrou et Édouard Philippe, ont répondu au NFP qu'ils ne veulent pas de membres de LFI dans le gouvernement, et les partis ont d'ailleurs surenchéri. Si un LFI se retrouve dans un gouvernement, nous voterons évidemment une motion de censure. Mélenchon, quel fin tacticien, dit la presse, rétorque avant-hier qu'il soutiendra inconditionnellement Lucie Castet, même sans ministre LFI, dans son gouvernement. Et là, Macron, évidemment, la presse de ce matin dit flûte alors. Macron est donc obligé de relancer une série de négociations pour continuer à trouver les moyens de refuser un gouvernement Castet. Mais même sans LFI, en prétextant que le programme n'est pas acceptable, alors qu'aucune des mesures phares, sauf peut-être, comme je l'ai dit, les retraites, n'a la moindre chance de trouver la majorité selon les modalités que NFP a indiquées. En effet, à aucune étape, le programme, ni le NFP, ni le programme du NFP, n'ont sérieusement envisagé les moyens de l'imposer, c'est-à-dire les moyens de la lutte hors des institutions, dans cette crise parlementaire, ou même pour imposer les mesures d'urgence élémentaires pour les travailleurs. Ils en parlent, mais n'organisent jamais concrètement ces luttes, et en fait, comme on va le voir, n'en veulent pas tellement. Alors, c'est vrai que c'est le programme qui, selon Édouard Philippe, doit être le seul critère pour refuser Lucie Castet au gouvernement, ou pour censurer un gouvernement de gauche. Alors ce programme, on l'a commenté dans notre presse, bon, c'est vrai qu'il y a quelques mesures alléchantes et bien des choses que, c'est vrai, pourraient être revendiquées par des luttes, mais pas, comme l'a dit elle-même, Aurélie Trouvé, qui s'est voulu rassurante dès la publication du programme il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 mois, juste avant les élections, comme elle dit elle-même, je cite, nous sommes sur une trajectoire de réduction des déficits budgétaires, et elle ajoute, nous ne sommes pas des irresponsables budgétaires, les recettes seront là, et l'impact de nos mesures sur la demande auront un effet de relance, sous-entendu pour les profits. Nous travaillons à partir d'un modèle identique à celui de la Banque de France. Pas de quoi terroriser le patronat, quoi qu'il ait dit à la télévision, et quoi que les journalistes aient en quelque sorte relayé. Ah oui, le RN paraît quand même plus responsable que LFI, et LFI beaucoup moins que le RN. Mon Dieu, quelle horreur. Alors, regardons quand même quelques-unes des mesures phares. On va pas toutes les faire, évidemment. Mais évidemment, ce qui a marqué les esprits, c'est les fameux... ne cherchez pas, il n'y a pas de proposition d'augmentation des salaires dans ce... Bon, alors, on peut dire, oui, mais quand même, il propose d'augmenter le SMIC à 1 600 €. Ce à quoi beaucoup de travailleurs dans certaines entreprises ont répondu super, c'est 150 €, c'est mon salaire, et donc je serai désormais au SMIC. Bon, mais cela dit, personne n'a jamais annoncé, le gouvernement encore moins que les autres, que ça allait entraîner, certainement pas automatiquement, mais alors encore moins par des luttes, une augmentation proportionnelle, ne serait-ce que de 200 € des autres salaires, puisque la seule autre mesure qui permet d'élever le pouvoir d'achat, comme ils disent, c'est l'augmentation de l'indice des fonctionnaires. Donc l'augmentation de l'indice de fonctionnaires qui est assez peu chiffré, c'est
vrai, ne rattrapera de toute façon pas le gel de ce point d'indice qui pèse sur les salaires des fonctionnaires depuis en gros 10 à 15 ans et qui représente un chiffre qu'on n'arrive même pas à chiffrer, à plus de 20% de baisse de pouvoir d'achat depuis quelques années. Alors, 1600 euros, nous dit Lucie Castet, calmons-nous, hein, nous ne sommes pas des irresponsables ni budgétaires ni politiques, c'est un horizon, bien sûr, et nous ne sommes pas des gens qui allons imposer à des pauvres députés des choses qu'ils ne veulent pas. Voilà, donc il s'agit en tout cas d'avoir un gouvernement qui est prêt à négocier avec tout le monde sur sa droite. Alors, si le reste du programme, si vous regardez bien, est une aide à l'industrie. Alors, c'est vrai que c'était aussi le programme d'un Mélenchon. Hein, et LFI n'est pas beaucoup plus radical dans son nationalisme économique. Ou pour dire mieux, il est très radical dans son nationalisme économique, mais pas pour défendre les intérêts des travailleurs. Mais la réindustrialisation que tous appellent de leur vœu, évidemment, a des aspects bien comparables, et je suis peut-être provocateur en le disant, à un programme de Donald Trump qui finalement empêche les usines de se monter au Mexique pour ne créer absolument aucun emploi dans le Michigan, ce qui évidemment fait du chômage au Mexique, mais évidemment fait de la surcharge de travail au Michigan. Le fait, la gauche que nous avons là, je ne dis pas qu'elle est comme Donald Trump, mais d'un point de vue économique, avec mes excuses, elle prétend défendre les intérêts des travailleurs tout simplement par un protectionnisme, alors évidemment par un protectionnisme comme le RN, hein, bien entendu. Là, il s'agit bien sûr d'un protectionnisme écologique. Juste une petite anecdote, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Le Hareng de Bismarck de Jean-Luc Mélenchon, mais dedans, il prétend qu'il faut, par exemple, taxer les grosses berlines allemandes, vous voyez, les grosses voitures, sur lesquelles évidemment les entreprises allemandes sont leaders sur le segment. Et avec un certain député du Doubs, j'ai nommé Moscovici, Jean-Luc Mélenchon propose, le Doubs, c'est la région de PSA, Peugeot, hein, c'est la famille Peugeot qui règne là-bas, ami de Moscovici, qui est un ancien ministre PS, et c'est vrai que le député du Doubs et tout ce beau monde veut évidemment faire de la taxe écologique contre les bagnoles allemandes, pour favoriser, vous avez compris, le segment B c'est-à-dire les petites voitures des Peugeot et des Renault qui sont leaders sur le marché européen. Alors, c'est vrai que nous, ça ne nous dérange pas tant que ça maintient les emplois, mais malheureusement, comme vous le savez, il est tout à fait possible de relocaliser des entreprises en France sans créer le moindre emploi en France. C'est ce qui s'est passé, évidemment, dans l'automobile. Alors, c'est vrai que sur les licenciements, alors même qu'ils ont raison, les députés LFI se montrent, par exemple, dans la lutte des ouvriers de MA France, qui réclament simplement, et quand même, des indemnités de licenciement face à la menace de fermeture de leur usine. Là, les députés LFI nous le disent, il faut une loi, il faut une loi. Mais une loi qui quoi ? Qui forcerait le donneur d'ordre à reconnaître la situation de ses sous-traitants. Autant abolir la sous-traitance, puisque c'était précisément la raison pour laquelle PSA a développé la sous-traitance. Et surtout, il va falloir donc que les ouvriers aient des indemnités, mais des scopes aussi, dans lesquels ils pourront investir, sans la moindre garantie de sauvegarde de l'emploi, puisque si MA France devenait une scope, ça veut dire désormais que sur le marché, elle devrait faire des bénéfices, et peut-être que les ouvriers seraient obligés de fermer eux-mêmes leur propre usine, ce qui permettrait de sous-traiter, là pour le coup, les licenciements. Alors, c'est vrai que, contrairement à Macron, on ne va pas tous les faire, hein, bien sûr, les mesures, on dit simplement quand même que notre critique du programme, quand même, hein, en direction des travailleurs, est bien sûr un élément qui nous permet de discuter autour de nous. Je le dis quand même, parce qu'il y a plein de choses dans ce programme, hein, qu'on n'a pas besoin d'étayer ici, qui nous permettent quand même de discuter autour de nous. Hein. Des gens nous interrogent, et à juste titre, et si on regarde bien des aspects d'un programme d'urgence tel que nous pourrions le formuler, pourraient aussi fleurir à la lumière de cette critique. Mais évidemment que ce n'est pas un programme de lutte. Et évidemment que la question comment allez-vous le financer, qui est la menace absolue, n'a pour nous pas tellement de signification. Notre réponse à nous, c'est comment l'ENFP ou comment même des travailleurs comptent l'imposer. Et c'est vrai que là, pas un mot sur les luttes, et c'est bien normal, puisque l'ENFP est une machine électorale. Alors, c'est vrai qu'il s'agit, en fait, pour nous, d'avancer les moyens à mettre en œuvre pour obtenir les mesures qui auraient acquis une audience dans un milieu ouvrier, car plusieurs de ces mesures pourraient aussi être reprises par des luttes ces prochains temps, et c'est d'ailleurs à ça qu'il faut que nous soyons attentifs. Et on doit évidemment clairement défendre le besoin que notre force collective s'exprime par la grève et par les manifestations, ce que nous ferons évidemment de la rentrée avec les appels à manifester. Mais comme on l'a dit, et ça il va falloir qu'on le répète aussi, la seule majorité absolue qu'il y avait dans ces élections, c'était celle du monde du travail et de la jeunesse, mais encore faut-il qu'ils se mettent en mouvement, et parce que le mouvement sera la seule manière d'obtenir ne serait-ce que les mesures de salut public élémentaires qui permettraient aux travailleurs d'obtenir ne serait-ce qu'un pouvoir d'achat légèrement augmenté. Enfin, et peut-être pour terminer, toute cette séquence pose évidemment
la question, parce que nous ne sommes toujours pas sortis de la crise parlementaire, et on verra comment le NFP réagit à ce que Macron va lui reproposer peut-être à la fin de la semaine. Mais dans toute cette séquence, la crise parlementaire est assez concrète pour que beaucoup de gens se mettent à discuter de qui gouverne ici pour les intérêts de qui. De ce point de vue, on va rester évidemment attentif à la possibilité que la nomination, mais peut-être surtout la non-nomination par Macron d'un gouvernement NFP apparaisse comme un coup de force intolérable. Qui sait, peut-être des gens trouveront ça parfaitement inacceptable. Et évidemment, il s'agira alors d'avancer des perspectives politiques d'un pouvoir des travailleurs, d'un gouvernement ouvrier qui ne pourrait être que issu des luttes et mettre en avant l'organisation par eux-mêmes des travailleurs dans ces luttes. Pour de bonnes raisons politiques, nous avons été aussi à côté d'une LFI, enfin je ne vais pas dire aux côtés ni en soutien, mais qui a été particulièrement, conspuée par la presse, traité d'antisémite parce qu'il combattait un génocide. Nous allons évidemment être attentifs à ne pas participer sous prétexte qu'on critique la France Insoumise et le NFP à tout ce LFI bashing qui se fait pour des raisons de justification d'un génocide. Mais c'est vrai qu'autour de nous, et c'est peut-être ce que Marie-Hélène va développer immédiatement, mais la politisation induite par la crise parlementaire va renforcer des organisations de la gauche et peut-être quelques organisations d'extrême gauche, celles qui ont fait le choix de se dissoudre, comme le POI dans le NFP ou comme le NPA l'anticapitaliste, en soutenant et en s'y ralliant dans le front électoral. Mais on doit profiter en tout cas d'une possible politisation qui n'est pas totalement polarisée. On ne sait pas combien de gens pensent encore que les filles et que le NFP sont la seule solution face à l'extrême droite. On ne sait pas dans quelle mesure bien des gens ne sont pas absolument déçus des désistements en faveur, par exemple, de Darmanin. Et c'est à ça qu'il va nous falloir être attentifs, ainsi qu'à la colère que bien des situations ces prochains temps, aussi bien par les licenciements que l'automobile promet chez les sous-traitants, que par des problèmes plus directement politiques comme ceux de la crise parlementaire. On verra évidemment, et il s'agit d'être très attentif à ce que les gens alors discuteront, et évidemment être toujours de ceux qui proposent des perspectives à leur colère. Ouais, les camarades, en fait, oui, c'est un peu pour poursuivre évidemment dans la lignée là, de ce que vient d'introduire Clément. Bon, en fait, on est dans une situation, on l'a caractérisé comme ça, d'instabilité politique profonde. Pas que en France, je veux dire, c'est quand même un phénomène qui est quand même un peu international. Une crise aussi du système, des crises du système, parfois on dit, mais en tout cas une situation sociale très dégradée pour l'immense majorité des prolétaires. En tout cas, on le voit ici, je veux dire, les discussions, nous on n'oppose pas, on le sait, fin du monde et fin du mois, mais y compris quand on discute parfois de bonne foi, bon, les gens discutent plus facilement quand même de l'augmentation du prix de l'essence et des pâtes alimentaires que de la Troisième Guerre mondiale. Donc en vrai, on a cette combinaison-là. Comment on fait pour à la fois maintenir notre indépendance politique vis-à-vis de tout cet attelage-là dont Clément a évidemment détaillé un peu, et la formation et le programme, fondamentalement ça veut dire notre indépendance de classe, tout en cherchant en fait à percuter ou à s'adresser disons à un milieu qu'on dispute en fait aux organisations réformistes et à ces directions. C'est pas pour découper les choses en tranches, parce qu'en fait on va voir que ça peut se combiner, mais peut-être quand même un peu revenir, c'est une discussion qu'on a un peu entamée hier là, dans le débat sur la question des syndicats. C'est vrai qu'il y a eu une caporalisation en fait dans l'unité là, des directions syndicales derrière le nouveau Front populaire. C'est quand même quelque chose de un peu alors d'inédit, oui et non. Bon, pourquoi d'inédit? Parce que c'est quand même pas rien de réhabiliter déjà le Parti socialiste, de la loi travail par exemple, vous voyez, Hollande, tout ça quoi, de Poutou à Hollande, mais enfin il y a quand même Hollande quoi, avant Poutou, et puis d'appeler à voter pour Borne, Darmanin, Adrien Rousseau, mais surtout en fait d'afficher ta volonté de faire une cohabitation avec Macron quoi, parce qu'à la finale c'est ça. Je pense que il faut qu'on mesure ça. En même temps, est-ce que c'est totalement surprenant? On se rappelle quand même de l'unité, vous voyez, alors ça c'est CGT, FSU,
solidaire à moitié, parce que bon, c'est solidaire, tout est toujours un peu à moitié, y compris quand c'est mal fait, c'est toujours un peu à moitié. Mais je veux dire, bon, c'est un peu différent avec la CFDT, l'UNSA, tout ça, vous voyez, qu'on fait des trucs genre, bon, enfin, vous voyez, quand même, on est polarisé par les organisations syndicales dans lesquelles nous militons, qui sont les plus implantées quand même dans la classe et dans les gens les plus, disons, combatifs. Bon, vous vous souvenez tous de la vidéo de Sophie Binet, il est minuit moins une. Une suractivité quand même de communication de la part de la CGT, de sa direction. Voilà, on l'a un petit peu moqué, mais ça nous a quand même un peu énervé, parce qu'on se dit, s'ils avaient passé autant de temps à communiquer sur les réseaux au moment du 49.3 et de la nécessité, par exemple, de la grève générale en 2023, bon, on n'aurait peut-être pas gagné, mais en tout cas, les choses auraient été un peu différentes. Et c'est vrai que c'est encore un peu plus, comme on dit, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est pas simplement un vote barrage, un truc, voyez, hyper défensif, défaitiste, c'est qu'en fait, on te dit que le programme du Front Populaire, c'est le bon programme. Sophie Binet, elle déclare au moment des rassemblements appelés devant, alors c'est l'Assemblée pour Paris, mais c'est toutes les préfectures pour les départements. Donc à Paris, là, au truc du 18 juillet, appelé par la CGT cheminot, puis ensuite rallié par toute une partie de l'arc syndical, CGT en général, FSU et compagnie. Le programme du nouveau Front Populaire est celui qui répond le mieux aux aspirations du monde du travail et qui permet le plus d'avoir des mobilisations gagnantes. Alors bon, en fait, la phrase est quand même très curieuse, d'abord parce qu'elle t'explique que c'est pas la stratégie qui permet de gagner, mais c'est la revendication en soi qui permettrait d'obtenir, victoire. Bon, mais surtout, bon, et Clément l'a bien rappelé, enfin, je veux dire, le programme du nouveau Front Populaire, c'est en deçà, en fait, de la quasi-totalité des revendications syndicales, même les plus, basses. Donc, derrière la CGT, s'est engouffré, voilà, on l'a dit, la FSU, pareil, qui a beaucoup communiqué. Pareil, je pense que, bon, d'habitude, on te dit, c'est la fin de l'année scolaire, vous voyez, on peut rien faire, les profs, c'est les vacances, c'est les voyages scolaires. Là, je sais pas si vous, pour les copains enseignants, quand vous receviez dans vos boîtes maîtres professionnelles, bon, on a eu un déluge, en fait, voilà, c'était quasi tous les jours. Et solidaire, à sa manière, bon, la troisième roue du carrosse, en fait, de l'attelage, avec Sud-Éduc, Sud-Énergie, Sud-Santé, on va pas refaire la blague sur Simon Dutheil parce que voilà, il va finir par trouver qu'on s'intéresse trop à lui, mais c'est vrai que, en fait, malgré tout, bon, cet affichage, et maintenant, une fois le vote passé, on a eu aussi une tribune. Ils étaient contents, ouf, on a évité le pire et tout. Mais une fois le vote passé, le 16 juillet, ils ont signé une tribune, Sophie Binet et Benoît Test, donc c'est le principal dirigeant de la FSU. Solidaire n'a pas signé cette tribune, mais bon, voilà, parce que ça correspond toujours à un petit truc, il n'y a pas le consensus, machin. Mais bon, je pense qu'une grande partie de sa direction brûlait de le faire. Dirigeants du nouveau Front Populaire, soyez à la hauteur des espoirs et des attentes de la population. Nous voulons des ministères de combat. Donc là, c'est pareil. Évidemment, on est loin du slogan c'est pas à l'Élysée, à l'Assemblée, à Matignon, etc. Je vous la fais courte, vous la connaissez mieux que moi. Mais évidemment, on a ce truc-là qui est quand même quelque chose d'un peu up dans, je dirais, l'affichage d'une espèce de coalition syndicalo-politique, je ne sais pas comment dire ça, qui va désormais donc de la direction de la CGT jusqu'à François Hollande, jusqu'ici. Après, voilà, la tentative de fracturer là Macron en disant si François Hollande veut venir discuter, il est le bienvenu. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, Hollande dit « ce serait bien qu'on introduise une petite dose de proportionnel ». Il propose ça à Macron, en fait, pour résoudre le problème de la crise institutionnelle, en disant si on introduisait une dose de proportionnel, ça permettrait au PS de se détacher de l'alliance et de reconquérir. Vous voyez, alors c'est assez drôle. Pourquoi c'est assez drôle? Parce que quand même, la revendication, d'ailleurs nous-mêmes, on est plutôt pour ça, la proportionnelle. Traditionnellement, on explique que quand même le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Donc voilà, comme quoi ils ont toujours plus d'astuces qu'on le croit sur les côtés institutionnels. Donc on va effectivement, nous, déjà penser qu'il va falloir qu'on sorte et qu'on explique qu'il faut sortir évidemment de ces astuces institutionnelles qui n'en sont pas en fait des astuces, mais qui sont toujours une manière
voilà, de nous envoyer vers voilà, des gouvernements de trahison ou de collaboration de classe. Et aussi quand même en pensant que tout ça, ça se fait sous couvert de course, de lutte contre l'extrême droite. Hein, c'est-à-dire, en fait, on nous dit quand même que tout ça, on l'a fait pour nous éviter le fascisme à nos portes. Bon, ces directions syndicales ont été évidemment, et je pense que tout le monde s'en souvient, beaucoup moins promptes à nous appeler à manifester contre la loi Darmanin, dans sa version évidemment globale. Après, ils en ont détaché un petit bout là qui les a bien arrangés. Sur l'affaire de le droit du sol, mais évidemment tout le reste a été avalisé avec leur complicité. Et puis évidemment, tout ce qu'on a vécu nous quand même sur la solidarité avec le peuple palestinien et bon voilà cette absence. Et puis, plus fondamentalement, depuis la fin du mouvement des retraites, évidemment, un silence radio total sur la question des conditions de vie du monde du travail, la question des salaires, la question du revenu, la question du chômage, et qui est, évidemment, on le sait bien, le principal fondement de la prospérité, en fait, du désespoir social, du fonds de commerce de l'extrême droite, etc. On ne rappelle pas ici que la dernière grande journée de mobilisation à laquelle les directions syndicales en question ont appelé remonte au 13 octobre. Alors, on a appris, parce qu'on était déjà là, que Sophie Binet réfléchit, en tout cas la CGT, à une journée de mobilisation entre la fin septembre et le début octobre. Bon, alors tout ça peut être amené à être rediscuté, puisque là vous avez vu que comme le PC, la LFI, les jeunes liés à la LFI appellent à se mobiliser dès le 7 septembre, bon, mais avec un appel quand même qui tient en 5 lignes et qui demande en fait aux Français, au peuple français de sortir pour dénoncer le coup de force de Macron. Et ils appellent évidemment toutes les organisations de la gauche sociale et politique à les rejoindre. Donc peut-être que nous aurons aussi des appels venant des directions syndicales autour du 7 septembre. Les choses peuvent aussi s'accélérer ou pas dans ce sens-là. Mais en tout cas, on est loin, évidemment, de la nécessité, en fait, d'appeler les travailleurs, les travailleuses à se mobiliser sur les questions fondamentales qui sont les nôtres aujourd'hui, les salaires, comme évidemment, je ne vais pas rappeler toutes les revendications, y compris qu'on puisse évidemment poser la question du rapport de force pour obtenir, ne serait-ce que celle qu'on espérait peut-être à travers le vote pour le nouveau Front populaire, les moyens d'obtenir ça. Alors, il y a une première chose, c'est-à-dire quel est l'impact en fait de ce décalage, c'est-à-dire entre cette posture, on vous sauve du RN, mais pour vous emmener évidemment dans les bras de la collaboration de classe, quel va être l'impact de ça dans une frange des syndicats que, en fait, on peut quand même un peu identifier comme étant des gens qu'on côtoie, nous, dans les mobilisations, qui peuvent être encartés ou pas politiquement, qui peuvent être nos collègues de travail, nos collègues de lutte. On pourrait, je pense, tous en avoir en tête des exemples. Comment on va chercher à s'adresser à une partie, en tout cas, de ces militants syndicalistes. Alors, est-ce que c'est les mêmes que ceux avec qui on avait parfois discuté au moment, je ne sais pas, des expériences du Front social ou d'autres mobilisations qu'on a cherché parfois à organiser quand les directions syndicales ne faisaient rien, ou en tout cas n'appelaient à rien, ou appelaient à des choses qui nous emmenaient dans le mur. Bon voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on discute, c'est un peu maintenant. On a eu un débat au moment de l'entre-deux tours dans des élections législatives au sein du comité exécutif, sur la nécessité ou pas, pas tant la nécessité, mais comment on pourrait s'adresser, regrouper des gens, qui partageraient avec nous l'idée que c'est n'importe quoi cette politique des directions syndicales, comment on peut faire pour s'adresser à eux de manière qui ne soit pas artificielle, c'est-à-dire des révolutionnaires tout seuls, entre guillemets, qui s'adressent, on ne sait pas trop à qui, mais en fait, en tout cas, comment on peut formuler ça, qui ne soit pas quelque chose qui soit un truc de se lamenter en disant putain, ces directions syndicales, elles font vraiment n'importe quoi, parce que bon, ça, ce n'est pas exactement le sens non plus de ce qu'on veut, mais qui permettent à la fois de critiquer, mais de mettre éventuellement en mouvement, en action, une frange de ces militants, de ces travailleurs, qui peuvent quand même avoir à un moment donné, un petit peu l'overdose, quoi, c'est-à-dire ok, on a fait tout ce qu'on nous a dit, on n'a pas lutté
depuis la fin du mouvement des retraites. On a laissé passer, vous voyez, quand même la loi Darmanin dans sa quasi-totalité. On a fait tout ce qu'on nous a dit. Voilà, on a voté Nouveau Front Populaire, on n'a pas laissé passer l'extrême droite, on a même voté Hollande, François Rousseau. Oui, bon, mais il y a un moment donné, peut-être, y compris peut-être dans l'énervement que cette crise politique aussi, elle peut effectivement contribuer à engendrer. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une grosse provocation quand même. On en a un peu discuté hier, pour donner un exemple concret, là, quand on s'est réunis entre camarades du secteur de l'éducation. C'est vrai que tu te dis, bon, faire ta rentrée avec Belloubet, qui est voilà, issu d'un gouvernement démissionnaire, qui t'explique aujourd'hui dans sa conférence de presse devant les recteurs qu'en fait, toute la réforme du choc des savoirs, contre laquelle non seulement les gens voilà, se sont mobilisés, parfois on fait grève pendant plusieurs jours, semaines, parfois se sont mobilisés comme dans le 93 pendant des mois, entre autres sur la question des moyens, des parents d'élèves qui se sont agités dans toute la France quand même pour dénoncer cette réforme. Et là, on t'annonce, bah non, en fait, ouais, la rentrée est prête, elle va se faire exactement. Bon. Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent aussi percuter, voilà, un milieu, alors militant, syndicaliste, des collègues de travail, par exemple dans l'éducation. Bon, c'est le secteur que je vais citer là, mais peut-être que des camarades auront d'autres exemples. On a décidé de faire une vidéo avec des camarades porte-parole du parti pour dire, OK, il y a un appel à la grève le 10 septembre d'une poignée de syndicats sur un secteur particulier, le premier degré, sur une question particulière, les évaluations nationales. Bon, eh ben nous, on va dire politiquement, mais écoutez, oui, ça serait le moment, bien sûr, et plus que jamais d'être en grève, mais tous et tout ensemble, pas simplement sur une question, pas simplement sur un secteur, mais surtout, quel que soit le gouvernement. Parce qu'en réalité, on va avoir, vous voyez, la tentation d'une partie de ces militants qui sont chauffés, énervés par la situation sociale et politique, de se faire, je dirais, aspirer, ou en tout cas, on va les disputer avec simplement le fait qu'on va les appeler à manifester pour un nouveau gouvernement, voilà, qui soit bien à gauche, etc. Alors que nous, ce qu'on devrait faire et devrait proposer, c'est de, évidemment, se mobiliser, de faire grève, y compris en se donnant les moyens nécessaires pour gagner sur nos revendications propres et sur la question, évidemment, de qui peut vraiment prendre en main les choses dans la société. Voilà. On peut imaginer aussi que nos camarades dans la jeunesse, vous avez dû voir les enquêtes, là, je crois que c'est Barthes qui les a envoyées, qui explique voilà, l'approfondissement de la pauvreté, etc., dans la jeunesse étudiante. Bon, on imagine aussi que c'est des choses qui pourraient voilà, nous aider à mobiliser dans la jeunesse, au-delà des aspects, évidemment, la lutte contre l'extrême droite, le racisme, la lutte contre le racisme et la solidarité avec le peuple palestinien. Voilà, donc nous, c'est un peu un des aspects, évidemment, qu'on va discuter, et je pense que c'est dans les jours et dans les petites semaines qui viennent, qui vont quand même se faire très actives, à mon avis. Et puis, évidemment, il y a comment, bon, c'est une discussion qu'on a commencé, en fait, avec le débat sur le bilan de notre organisation, la question du pôle des révolutionnaires, comment aussi on envisage les choses sur un plan de notre, disons, famille politique, l'extrême gauche révolutionnaire, notre organisation, aussi pour disputer, je dirais, un peu à un niveau politique et organisationnel, en fait, une partie des gens qui vont se retrouver quand même, disons, voilà, vite bâchés par la situation et l'impasse, en fait, que propose cette gauche institutionnelle. On est face à deux problèmes, c'est-à-dire un éclatement, une fracturation de l'extrême gauche révolutionnaire. Bon, je ne vais pas vous relire toutes les citations, mais si vous avez 2 minutes, vous regarderez évidemment de près tout ça. Bon, le Parti ouvrier internationaliste dissous dans la France insoumise, qui titre dans son information ouvrière du 22 août Macron destitution. Voilà, donc ça c'est un bout voilà, du mouvement trotskiste révolutionnaire. Le NPA, l'anticapitaliste, qui a mené évidemment jusqu'au bout cette disons, je sais pas, dégénérescence un peu quand même, en présentant Philippe Poutou et en disant que franchement il n'y avait pas d'autre solution, mais qui quand même explique, quand vous lisez les déclarations de Besancenot, que c'est toujours la combinaison de victoire institutionnelle et de lutte sociale qui va nous permettre, c'est-à-dire on voit réapparaître des discussions qu'on a eues toutes ces dernières années avec une partie de ses camarades. Voilà, donc quand même aujourd'hui, pour des jeunes,
qui se tournent vers des organisations qui apparaissent comme révolutionnaires, il va falloir aussi discuter, parce que c'est vrai que c'est un élément qu'on ne connaît pas. Est-ce que ces organisations-là vont se renforcer ou pas en étant, vous voyez, dans le giron de cet attelage institutionnel? Bon, en vrai, on n'a pas tellement d'exemples récents là-dessus. C'est même plutôt l'inverse. Toutes les organisations révolutionnaires qui sont dissoutes dans des fronts électoraux réformistes ou dans des organisations qui renonçaient en fait à défendre un programme clair sont plutôt, je veux dire, non seulement dégénérés politiquement, mais même se sont complètement effondrés. Donc en fait, c'est pas ça tellement qui doit, je dirais, nous dire ah bon, ils vont se renforcer et puis voilà. En fait, je pense plutôt que ça peut être même une course à la disparition, à la dissolution totale. Je ne vais pas parler de l'UCL ou de la gauche révolutionnaire, on n'a pas le temps, mais c'est un peu la même chose. Ils disent à la fois qu'il faut construire des organisations, il faut préparer la révolution, construire des organisations révolutionnaires, mais voilà, ils ont été tétanisés, appelés à voter pour le nouveau Front populaire. Donc ça nous pose évidemment un défi, c'est-à-dire la question du pôle des révolutionnaires dans un espace qui est quand même très restreint, c'est-à-dire avec celles et ceux, et donc en vrai il n'y en a pas tellement qui n'ont pas franchi le cap de cette rentrée dans cette soumission au nouveau Front populaire. Bon, c'est la discussion qu'on essaye de mener avec les camarades de lutte ouvrière, avec les difficultés qu'on a, mais on doit évidemment nous continuer à poser cette question. Et puis bien sûr toutes les tâches en fait qu'on doit être capable, je dirais, d'assumer en tant qu'organisation qui est celle du NPA révolutionnaire issu du 5e congrès du NPA et bientôt le 6e, c'est-à-dire oui, avoir notre capacité à se développer pour envisager que à la fois le pôle des révolutionnaires ne soit pas quelque chose qui ne soit pas pris au sérieux par rapport à ce que nous pourrions ne pas faire nous-mêmes. Ça veut dire comment on envisage par exemple la prochaine séquence électorale qui risque d'arriver quand même relativement vite au vu de la bordélisation, on peut dire ça comme ça, des institutions de la Ve République, mais surtout de l'aggravation en fait et de l'instabilité de la crise sociale et politique, c'est-à-dire être en capacité évidemment de se présenter le maximum dans toutes les élections qui vont avoir lieu ces prochains temps et probablement à des législatives qui vont arriver plus vite que prévu, tout en proposant toujours évidemment les alliances avec d'autres organisations révolutionnaires qui seraient clairement indépendantes avec le nouveau Front populaire, mais surtout, et je terminerai là-dessus, renforcer notre capacité d'implantation et d'intervention par nos propres forces, j'ai envie de dire, non pas de manière sectaire en pensant que c'est par nous que tout va passer, mais parce que évidemment qu'on dispute autour de nous la légitimité, je dirais, politique du changement radical avec, des gens influencés par la France insoumise ou avec des collègues de travail qui rentreraient dans la bagarre, il va falloir qu'on soit en capacité évidemment de prendre des initiatives sur le terrain de la lutte de classe, dans nos organisations syndicales bien sûr, mais bien d'au-delà sur nos lieux de travail et dans les lieux d'études.